Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Mediapart Live, en direct des studios de Mediapart. J'ai le plaisir d'avoir été rejoint par Radija Zerwali qui travaille dans la rédaction de Mediapart et avec qui je vais réaliser un entretien de Kerry James, le rappeur qui est avec nous ce soir. Il va interpréter tout de suite un titre. Quelques mots quand même sur une actualité très riche, en l'occurrence, la réédition de son dernier disque, Je rappe encore. Un concert bientôt à venir à Bercy et puis une tournée derrière. Et puis la troisième actualité, c'est Banlieusard, un film qui cartonne sur Netflix. On va en parler avec lui, mais d'abord, on l'entend interpréter Amal. À vous. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire vraie d'Amel Bentounsi. Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la Pierre Collinée, le ghetto français. C'est pas la jet set. Papa est agent de nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seule, entourée de 4 frères, dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. L'un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Tessie qui a plus de vécu que tes rappeurs qui s'inventent des vies. Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus. Amel a tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus. Tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus. Amel a un petit frère qui s'appelle Amine. On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine. Amine est fougueux, Amine n'a pas froid aux yeux. Pur produit de la banlieue, Amine joue avec le feu. Incarcéré à 13 piges, le juge l'assassine. Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine. Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera. On passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice. Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine vomit le système, Amine a la rage. Amine finit dans les braquages. En tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers et les parloirs. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère, contre le système, Amel part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant, même le procureur fait appel. Une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel. Amel poursuit la bataille, épuise son courage au plus profond de ses entrailles. Elle s'oublie elle-même, met sa vie de côté. Elle a un mari qui l'aime, la soutient dans l'adversité. Parfois Amel a des idées noires, un désir de vengeance inonde son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. Œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant, Dieu lui accorde un 3e enfant. Un petit garçon, beau, Hanin. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus.
À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel désire. Amel a des projets, Amel sourit. Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Plus de place pour les incertitudes. Amel reprend les études. À 40 ans sur les bancs de la fac, Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, ouais. Elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres, ouais. J'écris cette histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses, c'est le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète. On n'est pas condamné à l'échec. Merci Kerry James pour cette interprétation. C'est donc un morceau en hommage à Amal Bentounsi, qui est fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine. La thématique des violences policières, on en a parlé au début de ce live, avec le cas de Maria, une jeune femme qui a été frappée très très violemment à Marseille en décembre dernier. Sur cette thématique, est-ce que vous considérez que les violences policières dont on en parle beaucoup justement parce qu'elles sont sorties des quartiers populaires où elles étaient présentes depuis très longtemps? Ouais, malheureusement, c'est un fait. Ça fait des années qu'on dénonce ces violences dans les quartiers populaires. Et on recevait toujours comme réponse ça n'arrive pas à n'importe qui. Par exemple, quand on parle de l'affaire de Zied Bouna, on nous répond pourquoi il courait. Et maintenant que cette violence, elle s'est retournée contre des Français, excusez-moi de le dire, mais blancs, contre les gilets jaunes, ce sujet est mis sur la table aujourd'hui, et les gens se rendent compte que finalement nos quartiers ont été des laboratoires où les policiers ont pu expérimenter des techniques, des armes qu'ils ont ensuite retournées contre le peuple. La violence que vous avez vécue dans les quartiers populaires, c'est une violence que vous avez connue très jeune. Je vais un peu revenir sur votre parcours. Daddy Kerry, c'était le nom que vous aviez quand vous avez commencé le rap à l'âge de 13 ans. Ouais. D'abord chez Idéal Junior, qui est devenu ensuite Idéal J. Ouais. J'aimerais citer quand même « La vie est brutale », quelques phrases uniquement, mais nous sommes en l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans des bidonvilles. Comment peut-on accepter dans cette société qui prétend l'égalité une telle cruauté? Je le rappelle, vous aviez 15 ans. Pour un enfant de 15 ans, ce sont des paroles même assez... Même pas 12 ans quand j'ai écrit ça. Ça ouais. Ah oui ouais. Eh ben, c'est encore plus. Donc, un enfant, mais vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Exactement. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de vos débuts, c'est-à-dire de votre arrivée en France, de vos débuts dans le rap? Moi, je suis né en Guadeloupe de parents haïtiens. Et en fait... ma mère a voyagé en Guadeloupe alors qu'elle était déjà enceinte de moi, ce qui m'a permis de naître en Guadeloupe et ensuite de pouvoir prétendre aux papiers français. J'ai appris récemment, il y a quelques années, que même en naissant en Guadeloupe, je n'étais pas directement français. Il a fallu que je sois naturalisé. Et ensuite, je suis arrivé ici en France, enfin en métropole, je crois que j'avais à peu près... 8 ans, 9 ans. Et voilà, et j'ai dû d'abord m'intégrer à la banlieue avant de m'intégrer
au reste de la France, parce que quand je suis arrivé dans le quartier, j'étais un peu le petit blédard, quoi. Ouais. Justement, la grande question que vous posez sur cette intégration que vous avez eue, vous, dans la banlieue, c'était Orly, etc., que vous racontez très bien dans le 28 décembre 1977. La question qui est présente dans toute votre œuvre musicale, qui est celle de votre film, qui est celle de votre pièce, c'est, relié à ça, c'est l'État est-il le seul responsable de la situation des banlieues en France? Dans la pièce à vif, vous jouez Souleymane, futur avocat, qui dit non. Dans votre film, vous êtes le grand frère, vous êtes Demba, et vous dites aussi non. Ça ne veut pas dire que vous laissez aussi la place à la contradiction, mais vous prenez toujours le parti de celui qui dit non. Vous répétez, on n'est pas condamné à l'échec. Pourtant, moi, j'aimerais vous parler de cette notion de mérite, parce que les chiffres sont nombreux pour expliciter le fait et démontrer le fait que c'est beaucoup plus difficile quand on est des enfants de pauvres. On a dû en faire 2 fois plus que ceux qui ont 2 fois moins de talent que nous. Dans l'enseignement supérieur, les enfants d'ouvriers représentent 13% des étudiants en licence, 9% en master, 7% en doctorat. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en mettant en avant des parcours de réussite qui, comme l'aurait dit ma collègue Faiza Zerouala, sont des accidents sociologiques, on puisse, d'une certaine manière, nier la réalité et surtout la violence de la reproduction sociale? Je suis tout à fait conscient que le discours du mérite a ses limites et qu'on ne peut pas tous échapper à notre condition sociale, à notre condition économique, à l'histoire de notre famille, et que l'État nécessairement a une responsabilité. Mais moi, en fait, j'agis en tant que quelqu'un du terrain, en tant que quelqu'un du réel. Et donc, le pragmatisme veut que je dise à ceux qui m'écoutent qu'on peut y arriver. Parce que si je me contente de leur dire « c'est normal, dans les conditions dans lesquelles vous avez grandi, vous ne pouvez pas vous en sortir et c'est tout à fait normal et on peut le comprendre et on peut l'expliquer », tu vois, je serais pas, je me sentirais pas utile et honnête de faire ça. Et donc ma position est toujours celle du juste milieu, qui est celle qui est la plus difficile à tenir. Justement, quoi. On comprend la volonté de ne pas vouloir se laisser emprisonner par un destin, une loi entre guillemets sociologique, mais on vous sent un peu déchiré, parce que dans le film, il y a toute une scène de concours d'éloquence entre deux apprentis avocats, et vous donnez à voir vraiment les 2 points de vue, qui sont tous les 2 bien développés. Dans la chanson avec Orelsan, on retrouve le même dispositif, avec la même répartition des rôles. Donc on vous sent quand même très tiraillé. J'ai toujours essayé de faire les deux. J'ai écrit une chanson, par exemple, qui s'appelle « Lettre à la République », Lettre à la République, qui est un brûlot sans concession, qui est adressé à la République. Et en même temps, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Constat amer », dans laquelle je dénonce le racisme qui existe entre habitants des quartiers, entre Noirs et Arabes, entre Noirs, par exemple, le manque de solidarité aussi, qui est important aussi dans notre manque de réussite collective. Cette thématique aussi, vous l'aviez fait avec Béné dans un feat. En fait, moi, je trouve que ce personnage, il ressemble un petit peu au personnage... Au petit Mouquet, Vous étiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le petit jeune arrivé en France de parents haïtiens. Vous racontez dans vos morceaux un peu comment ça s'est passé, donc le passage par la pension, puis vous arrivez à Orly, et vous dites, à propos de cette arrivée, « Ce que j'ai vu ce jour-là a sûrement changé ma vie. Dans un pavillon, ma mère louait une seule pièce qu'un rideau séparait 30 mètres carrés au plus. Dans ce truc-là, et vous dites pas un appartement, vous dites un truc là, on était 5 vivants dans la promiscuité. » Ça, c'était la vie du jeune Alix Mathurin, et c'est clair, vous n'avez pas eu la même enfance que Raphaël Enthoven, comme vous le dites vous-même. Nous aussi, on fait des dédicaces. Si jamais il nous regarde. Aujourd'hui, votre vie à vous, Kerry James, elle est bien différente de celle du jeune Alix Mathurin. Vous êtes considéré par vos pairs, reconnu par le public.
on l'a dit tout à l'heure, votre film explose. Au bout d'une semaine sur Netflix, vous étiez à plus de 2 millions de vues à travers le monde. Vous faites le tour des plateaux de télévision, enfin pas tous, mais... Très peu. Et de théâtre aussi, parce que vous avez joué sur plusieurs scènes. Vous faites bien sûr des scènes, des concerts, vous préférez dire des shows. Est-ce que quand on est banlieusard, on reste banlieusard toute sa vie? Ouais, c'est un état d'esprit. Certains disent tu peux quitter le ghetto, mais le ghetto ne te quitte pas. Et même s'il me venait à l'esprit, la folle idée d'oublier que je suis de la banlieue et que je suis noir et que j'ai une histoire, d'autres gens me le rappelleraient. Parce que c'est pas... Parfois, j'arrive dans des endroits où les gens me reconnaissent en tant que Kerry James et ils me traitent comme Kerry James. Mais parfois, j'arrive dans des endroits où les gens ne me reconnaissent pas et ils me traitent comme un noir lambda. Et ça me rappelle qui je suis. Mais en termes de discours, pour revenir un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure, certains pourraient dire que vous êtes un peu dans vos textes et dans vos discours, vous avez peut-être perdu un peu en radicalité. Vous citiez la chanson Lettre à la République. À l'époque, vous en êtes pris plein la figure pour un texte qui était justement très radical. Vous n'avez pas eu l'impression de faire d'avoir évolué? Je ne sais pas, c'est pas moins de radicalité. Mais je ne pense pas que la radicalité, ce soit nécessairement être contre. Parfois, en fait, la radicalité, c'est d'être là où on ne vous attend pas. La radicalité, c'est d'aller à contresens. C'est ça la radicalité. Alors si tout le monde est contre, la radicalité, ça peut être d'être pour, quoi. J'évoquais tout à l'heure les précédents plateaux qu'on a eus. On est beaucoup revenu sur les polémiques identitaires qui agitent le pays, le ciblage sur les musulmans, le voile. Vous-même, vous expliquez dans votre parcours que l'islam vous a sauvé à une époque. Radija a rappelé votre parcours. Hein, vous étiez parmi les étoiles montantes de la scène du rap. Et puis en 99, il y a eu un drame. Vous avez perdu un proche, Lassana Touré, qu'on appelait Las Montana, qui appartenait à la mafia Quinfri, qui était la grande formation de rap de l'époque. Et puis, Radija a cité le morceau tout à l'heure, 28 décembre 77. Vous écrivez « LAS nous a quittés subitement, qu'Allah le préserve du châtiment. Je me suis réellement senti en danger, j'ai su que je risquais de me noyer si jamais je plongeais. Les vagues de la violence, tôt ou tard, m'auraient submergé, puis j'ai appris l'islam. » Quel est aujourd'hui votre rapport à la religion et est-ce que ça a des conséquences sur votre création artistique? Aujourd'hui, mon rapport à la religion, c'est un rapport qui est personnel. Et on n'a jamais assez de temps sur un plateau pour développer ce sujet. Alors j'essaie de ne pas m'y risquer, mais en tout cas, oui, ça a une influence sur ma musique, ça a une influence sur mes positionnements. Si je n'avais pas eu l'islam, j'aurais été dans un égoïsme complet et je ne me soucierais pas des autres. Et lorsque j'écris, aujourd'hui, j'essaie de réfléchir à l'impact que vont avoir mes mots sur les gens que je prétends défendre et représenter. Donc, comme on le disait tout à l'heure un peu plus tôt dans le live, on n'a pas choisi, nous, de rester silencieux face aux attaques répétées contre les femmes qui portent le voile et les musulmans de France. Donc, on a écrit des analyses, des enquêtes sur cette folie médiatique qui a pris en otage tout le monde, en fait. Et les femmes qui portent le voile et les musulmans et tout le reste. Vous disiez, je ne crois pas en ce truc qui s'appelle la liberté d'expression. Ça ne fonctionne que lorsqu'il s'agit d'insulter les musulmans. Comment vous avez vécu cette période, déjà en tant qu'artiste surtout? Et surtout, selon vous, comment on en sort, quoi? Comment on sort de ce marasme? Comment on en sort plus haut? On en sort uniquement avec du courage, quoi. Il faut le courage de dire non
Il faut le courage d'aller à contresens et d'être radical et de refuser la guerre civile d'Éric Zemmour. Et ça demande du courage, tout simplement. Ouais. On vous a sollicité sur ces questions, des plateaux comme ça? Moi, ça fait des années que je traite de ces questions. Je suis un peu choqué lorsque je vois des gens... en 2012, j'écrivais... non, en 2015, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Vivre ou mourir ensemble, que je vais vous interpréter tout à l'heure. Et dedans, je disais, au sujet de ces prétendus intellectuels qui veulent plonger la France dans une guerre civile, je disais, ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués, lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur choix, lorsque les musulmans seront traqués, persécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. Et à cette époque-là, les gens me disaient que j'étais un peu alarmiste. Et aujourd'hui, ça correspond totalement à ce qu'on entend, voilà, dans les médias. Et heureusement, il y a des voix au milieu. Heureusement, il y a des voix au milieu. Et vous en faites partie. Alors, justement, vous disiez que Vivre ou mourir ensemble, c'était ce titre-là que vous allez interpréter dans un instant. Je vais vous laisser rejoindre le micro. On vous remercie beaucoup. L'émission. On fait une version spéciale avec Nicolas Segui. Pourquoi spécial? Parce qu'il va intervenir dans le morceau. D'accord, voilà. Très bien. Ouais, voilà. Je vous laisse vous installer pour conclure cette soirée. J'en profite pendant que vous vous installez pour d'abord remercier toutes celles, voilà, je le fais dans une ambiance qui est devenue tamisée, remercier toutes celles et ceux qui ont participé et qui ont contribué surtout à ce que cette émission soit possible. Merci à toi pour avoir accompagné dans cet entretien. Et puis, eh bien, voilà, il y a l'offre aussi que vous allez voir s'afficher à l'écran. Et puis, je vous laisse tout de suite avec le titre de Kerry James. Nicolas Segui. Il est naturel d'avoir peur, de là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres aux aurores teintées de brume exhument des rancunes funèbres. Une chorale de sanglots chantant nos afflictions transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence. Architectes de la destruction, maçons de l'horreur, cultivateurs d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur. Tirent sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongés dans l'excès, noyés dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à acheter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, commerce de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises planquées dans leur confort, nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livré à lui-même, à feu et à sang,
Derrière les couleurs du drapeau se cachent ces ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé, racistes décomplexés qui conceptualisent la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé. Il n'y a même pas 100 ans, l'impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués, lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi, lorsque les musulmans seront chassés, exécutés pour leur choix. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutal est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence, emplis de compassion. Quand la douleur nous assiège, on a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière, à peine maquillée, ambition pécuniaire sous couvert d'humanité, condamnation arbitraire, puis silence injustifié, utilisation vulgaire du concept dit de liberté. Les questions de sécurité ne sont que des pansements. Si nos erreurs ne sont assumées, la terreur fera des enfants. Osons interroger les raisons de la colère. Combien de dommages collatéraux de l'autre côté de la terre? Pour une ceinture d'explosifs, combien de drones, combien de barils? Pour un attentat, combien de corps dans la Seine à Paris? La France a-t-elle besoin de suicide? Encore combien d'idées stériles, d'auteurs, de dirigeants stupides? Encore combien d'électeurs qui ne se posent pas de questions? Encore combien de lecteurs qui osent cracher sur la nation? Les fruits de nos passions se comptent en nombre de victimes. Sachons remettre en question nos vérités assassines. La haine nous colle comme une ombre depuis que les faucons tirent sur les colombes. J'essaie encore de me montrer aimant, un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang. Nos désirs de paix nagent à contre-courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, on voit rarement fleurir les rochers. La paix n'est qu'un cessez-le-feu, car certains rient de ce qui nous émeut. Pendant que les fous tailladent des innocents, je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble.